Donc bonjour à tous et merci à l'ensemble des organisateurs de cette matinée. Donc je vais vous parler ensuite, le docteur Claire de Moreuil, de recherche clinique concernant les patients dans les vascularites ANCA, en parlant des progrès thérapeutiques récents et ensuite des études thérapeutiques qui sont actuellement en cours. Donc en fait, quels vont être les objectifs de la recherche clinique donc interventionnelle, donc recherche qui concerne directement les patients, puisque pour qu'elle soit conduite, des patients vont participer à des protocoles de recherche, dans le cadre desquels, en général, ils vont bénéficier d'une prise en charge thérapeutique innovante, ou alors de la prise en charge considérée comme le standard de soins. Pour pouvoir mettre en place des nouvelles stratégies plus efficaces dans la prise en charge des patients, on a besoin de ces études pour comparer des stratégies pour lesquelles on pense qu'elles sont meilleur pour les patients à ce qui constitue actuellement le standard de prise en charge. Donc en fait, on peut avoir pour souhait, dans le cas d'une étude, de démontrer une plus grande efficacité de la prise en charge, soit en obtenant une rémission plus rapide de la maladie dans les vascularites ANCA, soit en prévenant mieux les rechutes. On peut avoir pour objectif aussi, dans le cadre d'autres études, de démontrer une moindre toxicité de la nouvelle stratégie, en diminuant par exemple les effets secondaires liés aux corticoïdes, ou en diminuant les effets secondaires liés aux autres traitements immunosuppresseurs. On peut aussi avoir pour objectif dans ces études d'améliorer la prise en charge des comorbidités, car comme Divi vous l'a dit, il y a une augmentation du risque cardiovasculaire chez les patients atteints de vascularité ANCA, et on peut aussi avoir pour objectif de diminuer les comorbidités infectieuses. Donc ces essais thérapeutiques, lorsqu'ils concernent le médicament, sont idéalement conduits contre placebo, c'est-à-dire qu'une partie des patients va recevoir effectivement le nouveau traitement à l'étude et qu'une autre partie des patients va recevoir un produit qui va mimer cette molécule mais qui contient un principe inactif. Cela est nécessaire pour pouvoir conclure réellement à l'effet de la nouvelle molécule et non pas à ce qu'on appelle l'effet placebo. Et donc, dans la situation idéale, ni le médecin ni le patient ne sont au courant pendant la durée de l'étude s'il reçoit le nouveau traitement ou le placebo. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de recherche clinique interventionnelle applicable dans les vascularites ANCA? Donc, il peut être réalisé des essais cliniques dits de supériorité. On envisage qu'un nouveau traitement, on a des données solides pour dire qu'un nouveau traitement peut être plus efficace que la stratégie qu'on utilise actuellement dans la prise en charge des patients pour obtenir la rémission, prévenir les rechutes ou encore une fois prendre en charge les comorbidités. Et là, on va conduire un essai de supériorité. On va avoir pour objectif scientifique de démontrer qu'on est plus efficace avec la nouvelle molécule. On peut également réaliser des essais cliniques de non-infériorité. Cette fois-là, la question va être différente. On veut montrer qu'un nouveau traitement a une efficacité qui est comparable à la stratégie actuelle pour obtenir la rémission ou prévenir les rechutes. Donc quand on se pose cette question d'une efficacité comparable, on n'apporte pas forcément de plus à la prise en charge directement de l'objectif visé. Donc il faut impérativement une contrepartie. Il faut justifier qu'on fasse ça pour une bonne raison. Ça peut être parce qu'on sait qu'avec cette nouvelle stratégie, on est susceptible de réduire significativement les effets secondaires. Ça peut être parce que ça va être plus acceptable par les patients. On passe d'une voie intraveineuse à une voie orale, par exemple. Ça peut être aussi pour des questions de coût. Si on montre que le traitement est équivalent, mais qu'il coûte beaucoup moins cher à la société, ça permet ensuite de rebasculer ces coûts vers d'autres aspects de la prise en charge des patients. Donc, qui est à l'origine des essais cliniques qui sont conduits dans les maladies en général et dans les vascularites ANCA en particulier? Donc, il y a des études qui sont promues par les industriels, donc les grandes compagnies pharmaceutiques, surtout dans le cadre des nouveaux médicaments, ou alors de l'extension d'indication de médicaments qui sont déjà commercialisés dans d'autres pathologies. Il y a les études académiques, donc conduites principalement par les hôpitaux, qui vont pouvoir aussi étudier l'extension d'indication de médicaments qui sont déjà commercialisés dans d'autres pathologies, qui vont pouvoir comparer différentes stratégies de prise en charge des patients. Est-ce que pour le maintien de la rémission, on refait systématiquement la perfusion, ou alors on attend la réapparition de certains paramètres pour le faire? Les études académiques concernent parfois aussi la désescalade thérapeutique. Quand on est arrivé à une prise en charge où on obtient la rémission chez la grande majorité des patients, on peut se poser la question de se dire est-ce qu'on peut réduire les doses, est-ce qu'on peut réduire la quantité de traitement? Et parfois ces études sont aussi conduites de manière collaborative entre les industriels et l'académie.
Donc il faut voir que quand une molécule innovante finit par être mise sur le marché, c'est à l'issue d'un parcours qui peut être considéré comme un parcours du combattant. Entre le moment où un chercheur dans son laboratoire identifie une nouvelle cible potentielle pour la prise en charge des patients et la mise sur le marché du médicament, il va s'écouler en général près d'une dizaine d'années. Le temps de conduire des essais d'abord chez l'animal pour montrer la validité du concept, pour ensuite administrer la première fois chez l'homme cette nouvelle molécule pour pouvoir montrer qu'elle peut être administrée avec une sécurité suffisante. Ensuite, pour conduire les premières études chez un faible nombre de personnes malades pour montrer conceptuellement qu'elle est efficace. Et enfin, pour réaliser des études de très grande ampleur sur, en général, plusieurs centaines de patients afin de démontrer définitivement l'efficacité du médicament et pouvoir ensuite solliciter une demande de remboursement de ce médicament dans la pathologie. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc maintenant qu'on a fait un petit état des lieux de comment ça fonctionne, on va voir à travers quelques exemples des avancées dans la prise en charge des vascularites à ANCA grâce à des études récentes. Donc voilà, en recherche, il y a toujours à la base une question. Donc là, la première question, c'est est-ce qu'il est possible de se passer des corticoïdes dans les vascularites à ANCA Pourquoi se poser cette question? C'est parce que la corticothérapie prolongée à forte dose, c'est une problématique centrale chez les patients, puisque la corticothérapie a de nombreux effets secondaires, que ces effets secondaires vont être liés à la dose initiale que reçoivent les patients et à la dose totale reçue, et que d'une personne à l'autre, la susceptibilité aux complications des corticoïdes peut être plus ou moins importante. Donc parmi les complications, il y a des complications infectieuses, on est plus susceptible aux infections, parfois une toxicité digestive, susceptibilité osseuse avec la survenue parfois de nécrose des articulations, souvent de fractures, et oculaire avec une plus grande prévalence de la cataracte, du glaucome chez les patients traités par corticoïdes. Mais là, je n'ai listé qu'une petite partie des effets secondaires possibles des corticoïdes lorsqu'ils sont pris au long cours. Donc l'objectif ultime, ce serait de pouvoir se passer des corticoïdes, ou alors les utiliser à dose très réduite à chaque fois que possible chez les patients. Et donc pour ça, il y a des essais prometteurs qui montrent que cet objectif serait atteignable au moins chez certains patients, et donc en substituant aux corticoïdes un médicament innovant. Donc ce médicament, son nom c'est l'avacopan. Donc c'est un médicament qui cible vraiment une partie du système immunitaire particulièrement impliquée dans les vascularites à ANCA. Et donc il y a eu une première étude qui a été publiée où 67 patients ont reçu soit des corticoïdes comme d'habitude, soit des corticoïdes à dose réduite plus le nouveau médicament, soit ensuite seulement le nouveau médicament et pas de corticoïdes. Et donc l'objectif là, c'était de la non-infériorité, c'était de montrer qu'on faisait aussi bien qu'avec les corticoïdes, avec ce nouveau médicament. Et quand on regarde les résultats, 81% de succès avec le nouveau médicament sur le critère qui était défini, versus 70% de succès avec les corticoïdes. L'objectif de non-infériorité était atteint. On ne voulait pas montrer que c'était mieux, on voulait montrer que c'était comparable. Et donc ça permet de faire passer cette molécule dans une étude de phase 3, celle qui devrait permettre, si elle est positive, de valider l'utilisation de ce médicament chez les patients atteints de vascularite à ANCA. Donc voilà, juste pour terminer là-dessus, donc c'est conceptuellement qu'on se dit que ce nouveau médicament, il va réduire les effets secondaires de la corticothérapie, mais par la suite, il faudra démontrer que ça ne se fait pas au prix d'autres effets secondaires qui seraient plus délétères. Ça, ce type d'étude ne répond pas définitivement à ces questions-là, donc ce sera aussi des choses qui devront être regardées dans le futur. Donc une autre problématique, c'est comment on doit traiter les formes les plus sévères de vascularite à ANCA, en particulier chez les gens qui ont des atteintes pulmonaires très graves telles qu'une hémorragie alvéolaire, ou chez les gens qui développent une insuffisance rénale sévère d'emblée dans la maladie. Et donc une question qui se pose dans ces situations, c'est de savoir si le traitement doit faire appel à la réalisation des échanges plasmatiques, dont Divi vous a expliqué le rationnel tout à l'heure, en plus du traitement standard. Et pour ça, il y a un essai thérapeutique qui a été conduit
ces dernières années, qui s'appelle PECSIVAS, dans lequel ont participé un très grand nombre de patients, 704 au total, et dont l'objectif principal était de répondre à cette question. Et comme il s'agissait de patients avec une atteinte très sévère d'emblée, là le critère de jugement principal, c'était soit l'évolution vers l'insuffisance rénale chronique, ou alors le décès. Et c'était un essai de supériorité qui avait pour objectif d'essayer de montrer que les échanges plasmatiques étaient supérieurs sur la diminution de ce risque de décès ou d'insuffisance rénale terminale. Et donc le principal résultat de cet essai, sur les données qui ont été communiquées à ce jour, c'est qu'il n'y a pas de supériorité des échanges plasmatiques à l'échelle de l'ensemble des patients qui ont participé à l'étude. Donc ça crée une controverse parce que ça va à l'encontre des pratiques qui sont réalisées jusqu'ici. Voilà. Donc ça ne veut pas dire des résultats comme cela que les échanges plasmatiques ne doivent jamais être faits chez les patients atteints de vascularite ANCA. Ça veut dire qu'il faut se reposer la question de quelle serait la population cible qui doit vraiment bénéficier de ces échanges plasmatiques. Donc ça veut dire que pour le moment, dans notre pratique clinique, surtout pour les néphrologues, c'est une décision au cas par cas concertée sur l'indication des échanges plasmatiques dans l'indication pneumologique ou rénale. Et ça veut sans doute dire que des études complémentaires devront être faites, peut-être dans des situations particulières où l'on pense encore que ces échanges sont bénéfiques. Donc une autre question, c'est de savoir de quelle manière il faut traiter comme traitement de fond la maladie de Churg-Strauss, parce qu'au sein des vascularites ANCA, c'est celle dans laquelle il est beaucoup plus difficile d'obtenir la rémission de la maladie et une prévention des rechutes. Donc ce sont des patients qui sont souvent plus fortement dépendants aux corticoïdes, avec une moindre efficacité des immunosuppresseurs. Donc se pose la question d'identifier les traitements additionnels plus efficaces. Donc des médicaments ont été développés ces dernières années afin de réguler la prolifération d'un certain type de globules blancs, les éosinophiles, dont il a été question plus tôt dans les exposés. Et donc c'est une option thérapeutique qui justifie d'être évaluée dans cette pathologie où on sait qu'il y a une implication particulière des éosinophiles. Et donc il y a une molécule, le mépolizumab, qui a cette action-là contre les éosinophiles et qui a été évaluée dans un essai thérapeutique qui a été publié dans le New England Journal of Medicine. C'est considéré comme la plus grande publication scientifique de médecine au monde. Et donc dans cette étude, 136 personnes ont participé à l'étude, dont 68 le mépolizumab et 68 le placebo. Et cette étude, donc ce nombre de patients, a suffi à montrer en fait qu'il y avait une différence significative entre les deux groupes, avec une rémission prolongée de la maladie qui a été constatée chez 28% des patients dans le groupe mépolizumab, alors qu'elle était seulement de 3% dans le groupe placebo, avec une différence très significative. Ça ne veut pas dire qu'il y a seulement 28% chez qui on est satisfait de la prise en charge, puisque les critères étaient très stricts. Il fallait être en rémission complète avec une dose réduite de corticoïdes tout au long de l'étude pour satisfaire ce critère. Mais sur le plan scientifique, c'est quelque chose qui démontre bien que le traitement change vraiment quelque chose à la prise en charge de la maladie. Et en parallèle à ça, donc ça a permis de réduire vraiment significativement la consommation de corticoïdes. Donc c'est quelque chose de récent, cette donnée. Pour le moment, ça a permis que ce traitement soit approuvé aux États-Unis. Donc, ensuite, la recherche elle est également très active en France dans le domaine clinique, en particulier par l'intermédiaire du groupe français d'études des vascularites. C'est par exemple eux qui ont permis de valider que dans le cas général, un traitement d'entretien par rituximab dans les formes initialement sévères était plutôt la référence, en montrant une différence avec l'Immurel sur le taux de rechute, mais ils sont également à l'origine de beaucoup d'autres essais thérapeutiques, dont certains sont en cours, mais ça va faire l'objet de la seconde partie de la présentation, qui va être faite par Claire Demoreuil. Bonjour à tous, mon nom est Claire Demoreuil et je travaille dans le service de médecine interne du CHU de Brest, en coordination avec tous les rhumatologues et puis tous les autres spécialistes d'organes du CHU de Brest. Donc nous avons une unité de recherche clinique qui s'appelle le Centre d'investigation clinique,
où nous pouvons voir des patients pour des maladies rares ou des maladies fréquentes. Et donc, nous avons plusieurs études auxquelles nous avons pu participer et inclure des patients à Brest. Et donc, je vais vous présenter ces différentes études. Donc ça, c'est pour un peu vous resituer les traitements qui sont donnés dans les vascularites en général et les vascularites associées aux ANCA. Pour rappeler donc le traitement des symptômes lorsqu'il y a une poussée de la maladie avec divers symptômes qui apparaissent à ce moment-là repose sur les corticoïdes, les corticoïdes étant apparus à la fin des années 30. Et que par la suite, pour maintenir les patients en bonne santé, en rémission sans symptômes, les corticoïdes ne sont pas la bonne solution, puisque au long cours, ils ont des effets secondaires et qu'on essaye de trouver des traitements qui vont les remplacer. C'est ce qu'on appelle des traitements d'entretien et qui font appel le plus souvent à des traitements immunosuppresseurs. Donc les premiers immunosuppresseurs, ils sont apparus dans les années 50 avec le cyclophosphamide, qui est une chimiothérapie qui a été étudiée tout d'abord dans des maladies du sang, les lymphomes. Et puis après, d'autres immunosuppresseurs sont apparus, tels que le méthotrexate, ou l'azatioprine qui s'appelle autrement Limurel, ou le mycophénolate mofétyl qui s'appelle le Celcept, toutes ces molécules étant des traitements immunosuppresseurs qui ont été d'abord étudiés chez des patients qui avaient par exemple des greffes d'organes, mais aussi des maladies auto-immunes ou auto-inflammatoires. Donc ces traitements ont permis de diminuer les doses de corticoïdes au long cours, mais les patients qui avaient des vascularites associées aux ANCA faisaient quand même des rechutes malgré ces traitements d'entretien, donc des traitements mis au long cours. Et donc ce qui a vraiment révolutionné la prise en charge des vascularites, c'est l'arrivée du rituximab au début des années 90. Et vous savez que maintenant c'est le traitement de référence lorsqu'un patient fait une poussée de vascularite associée aux ANCA. Mis à part la granulomatose éosinophilique avec polyangite, pour lequel on ne sait pas si c'est le traitement qu'il faut donner ou pas. Donc en tout cas pour la maladie de Wegener et la polyangite microscopique, le rituximab est donné lors de la poussée en association corticoïde. Et puis, plus récemment, il y a des traitements qu'on a vus pour la GEPA qui sont apparus tels que le mépolizumab, une autre biothérapie, qui permet de contrôler les symptômes de la vascularite et les symptômes de l'asthme, et qui permettent de réduire les doses de corticoïdes. Et puis finalement, la révolution la plus récente, c'est celle des traitements type avacopan, donc ces molécules qui vont bloquer les protéines de la voie du complément, qui sont un des agents de la réponse immunitaire, et qui pourraient remplacer à terme les corticoïdes, et donc l'association on va dire du futur, ce serait avacopan, rituximab. Donc au CHU de Brest, on travaille sur les protocoles, les essais cliniques des vascularites associées aux ANCA, tout d'abord avec les différents hôpitaux de France. Donc on travaille essentiellement avec la PHP à Paris, mais aussi avec les hôpitaux à Lyon et puis en Vendée, sous l'égide du groupe français des études des vascularites, donc, qui est présidé par les professeurs Guilvin et également le professeur Terrier. La première étude dont je vais vous parler, c'est une étude sur la GEPA. Donc je vous ai dit, le rituximab, on ne sait pas s'il faut le donner dans cette indication. On sait que pour la maladie de Wegener et la polyangite, c'est très efficace, ça permet de maintenir les patients en rémission et de diminuer les corticoïdes, mais c'est une question qu'on se pose dans la GEPA. Donc cette première étude visait à traiter les patients qui étaient en poussée de leur maladie par corticoïdes, plus rituximab ou placebo s'ils n'avaient pas une forme grave de la maladie, ou rituximab versus cyclophosphamide en perfusion s'ils avaient une atteinte sévère de la maladie. Donc il y avait pas mal de perfusions pour les patients qui ont participé. Il y avait 9 perfusions de cyclophosphamide pour les patients qui avaient une forme grave, ou rituximab. Donc on ne savait pas, le patient ni le médecin ne savaient quelle perfusion était administrée, plus les corticoïdes. Et au bout d'un certain temps, donc à J180, au bout de 6 mois, on donnait un traitement d'entretien par azatioprine. Et on évaluait à la fin si les patients avaient fait des poussées, la dose de corticoïdes qu'ils avaient reçue. Pour les formes peu graves, les patients avaient des corticoïdes,
plus ou moins du rituximab ou une perfusion de placebo, donc où il n'y avait pas de principe actif. Donc 5 patients ont pu être inclus au CHU de Brest et nous n'avons pas encore les résultats de cette étude. La suite de cette étude, c'est l'étude MENRITSEG. Donc chez les patients qui ont été en rémission de leur première poussée ou d'une rechute de cette vascularite, la GEPA, donc qui n'ont plus de symptômes mais qui ont encore des corticoïdes mais à dose faible, cette étude a pour objectif de voir si le rituximab administré pendant 2 ans est plus efficace que l'azatioprine pour maintenir les patients en rémission. Donc les patients reçoivent soit des perfusions semestrielles de rituximab plus un placebo d'azatioprine en comprimé, soit ils reçoivent des perfusions de placebo plus l'azatioprine en comprimé. Et on voit au bout de 2 ans le nombre de rechutes qu'ils ont fait ou pas de rechutes et le nombre de corticoïdes qu'ils ont dû avoir. Donc pour l'instant, un seul patient est inclus à Brest. L'étude est en cours, donc voilà, nous attendons les patients et on doit inclure 98 patients dans toute la France. Sur un autre sujet, donc ça c'est sur la prévention vaccinale. Vous savez peut-être que l'infection à pneumocoque, donc essentiellement sous la forme de pneumonie, est une des premières infections dans la première année qui suit l'instauration d'un traitement par rituximab. Donc c'est l'infection bactérienne la plus fréquente et qui est considérée comme la plus grave en association rituximab. Et donc la vaccination permet de prévenir cette infection. Alors on sait quand on administre des corticoïdes plus du rituximab à un patient, ses défenses immunitaires vont baisser et donc il va moins bien répondre au vaccin. Donc cette étude vise à savoir si en quadruplant les doses de la première vaccination, on permet d'avoir une meilleure réponse au vaccin et de mieux protéger les patients. Donc finalement, il y a 3 bras dans l'étude. Le premier groupe de patients va recevoir la stratégie de vaccination classique, où on donne une dose de Prévénard 13, puis 5 mois après, une dose de Pneumo 23, qui s'appelle maintenant le Pneumovax. Et donc là, on est protégé normalement au long cours, mais c'est pas très efficace, en vrai, chez les patients qui ont du rituximab. Et donc les 2 autres groupes, soit on a 2 doses de Prévénard 13 au moment de l'administration de rituximab, puis 2 doses une semaine après, soit on a 4 doses d'un coup le premier jour. Donc pour l'instant, on a inclus 2 patients au CHU de Brest. Donc la GEPA est exclue, c'est juste les patients qui ont une maladie de Wegener et une polyangite microscopique. Et donc la durée d'inclusion des patients est de 18 mois. Ils sont suivis pendant 18 mois pour savoir s'ils font ou pas des infections à pneumocoque. L'étude suivante, qui s'appelle MENEPSAN, cette fois donc sous l'égide de l'hôpital de Lyon, va évaluer si une corticothérapie prolongée permet d'améliorer les patients, c'est-à-dire de les maintenir en rémission plus longtemps et qu'ils aient moins de séquelles de leur vascularite qu'une corticothérapie arrêtée plus précocement. Alors cette étude repose sur le fait qu'il existe une grande disparité des protocoles qui utilisent les corticoïdes dans le monde, puisque vous voyez sur ce diaporama que finalement aux États-Unis on arrête les corticoïdes au bout de 6 mois, il y a 0 corticoïdes dans les essais, alors qu'en Europe ça va des fois à 12 mois, parfois 18 mois. Donc on ne sait pas trop quelle est la durée optimale de la corticothérapie. Donc cette étude va évaluer, au bout de 12 mois de corticoïdes après une poussée, chez un patient qui reçoit du rituximab en traitement d'entretien de sa maladie de Wegener ou polyangite microscopique, si le fait de prolonger la corticothérapie plus longtemps, donc pendant 2 ans au total, va être plus efficace qu'arrêter les corticoïdes au bout d'1 mois, soit 13 mois au total. Donc cette étude n'est pas encore ouverte au CHU de Brest, mais elle devrait commencer d'ici 1 mois ou 2.
Alors ça, c'est une étude qui est ouverte au centre hospitalier de Quimper et pas sur Brest, d'après ce que je sais, qui s'appelle Master en cas. Et donc qui s'intéresse aux patients qui sont dialysés, qui sont arrivés en insuffisance rénale terminale du fait de leur vascularite. On sait que chez certains patients qui arrivent à ce stade-là de dialyse, la maladie peut s'éteindre d'elle-même. Et donc l'idée, c'est de voir si on peut arrêter ou pas les immunosuppresseurs lorsque le patient est arrivé en dialyse. Est-ce que c'est sécure ou pas? Ou alors est-ce qu'il faut poursuivre l'immunosuppresseur? Pour l'instant, il n'y a pas de patient inclus à Quimper. Et puis, on participe également à des études industrielles qui vont étudier, là, les deux études que je présente, la nouvelle molécule un peu innovante qui cible le complément. Donc Davy a déjà parlé de l'étude Advocate, donc la phase 2. Et donc cette molécule, la Lavacopan, va être étudiée à la place des corticoïdes lorsqu'un patient fait une poussée de vascularite associée aux ANCA. Donc pour l'instant, un patient a été inclus à Brest et on attend les résultats de l'étude. Donc a priori, c'est un traitement qui est très bien toléré, donc on attend beaucoup de cet essai. Et enfin, l'étude IFX1, donc qui devrait commencer à la fin du mois, si je crois. Et donc c'est le même sorte de molécule, sauf qu'elle est administrée par perfusion intraveineuse et non pas par voie orale comme la précédente, et qui a le même objectif de voir si ça peut remplacer les corticoïdes chez les patients poussés. Donc cette étude, va ouvrir bientôt. Donc bien sûr, on compte sur vous pour tous ces essais thérapeutiques puisque les vascularites associées aux ANCA sont des maladies rares, donc on a du mal à recruter des patients. Et merci beaucoup à tous les patients qui ont déjà participé aux essais avec nous ou avec d'autres centres. Merci.